Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la draft 2023 avec la sélection de Victor Wembanyama en première position par les Spurs de San Antonio. On va également revenir sur les transferts qui ont eu lieu avant cette draft cette semaine. Pour m'accompagner, c'est avec plaisir que j'accueille pour la première fois Jérémy du site communautaire QBasket. Bonjour Jérémy. Eh bien, bonjour, merci pour l'invitation et merci pour cette première fois ensemble. Et je voulais te poser cette première question, c'est quoi QBasket ? Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce projet, quand ça a été lancé et qu'est-ce que tu cherches à faire avec ce site communautaire ? Alors, QBasket, ça a maintenant bientôt 7 ans. On s'est lancé fin 2016 sur un site à l'époque qu'on avait fait, même un blog qu'on avait fait sur WordPress. L'idée d'origine, c'était de se dire, il y a plein de gens, en fait, de fans en France qui ont envie d'écrire ou qui écrivent déjà sur la NBA, sur des blogs en solo, qui n'ont pas forcément de visibilité. Comment on fait, en fait, pour leur proposer juste une plateforme où ils vont proposer des articles et on va sélectionner ceux qui nous semblent les meilleurs. Donc on a commencé comme ça et puis vu qu'on avait des personnes qui venaient de manière récurrente et qu'on était un petit site qui avait assez peu de visibilité à nos débuts, on s'est dit en fait il faut qu'on monte une équipe de rédaction. C'est comme ça qu'on a monté QBasket et l'idée c'était de se dire c'était une époque où il y avait très peu de sites qui faisaient de l'analyse autant du jeu que du management en NBA. Comment on fait pour mettre en place ce type d'article-là en France. Donc c'était un petit peu l'idée qu'on avait à l'origine et puis au fur et à mesure des années, on s'est de plus en plus intéressé au coaching, à l'analytics et on essayait de progresser en même temps que le site évoluait. Et donc on essaye de proposer des contenus un petit peu de niche sur le basket et sur l'aspect tactique et stratégique du jeu. Et l'équipe QBasket, ça représente combien de personnes à peu près ? Vous êtes combien ? Il y a une idée assez précise ou pas ? Ouais, alors, j'ai pas le compte exact, mais on doit être une douzaine, quinzaine de rédacteurs avec un niveau d'activité très disparate. Donc, certains sont plutôt très actifs, d'autres font un ou deux ou trois articles dans l'année. On a 4-5 graphistes, donc on est assez nombreux. On a un web designer, donc on est tous bénévoles et après, c'est en fonction de l'investissement de chacun et de la motivation de chacun. Et si, Voilà. et si jamais il y a un auditeur qui nous écoute, par exemple, qui se dit, tiens, moi j'ai envie d'écrire, j'ai envie de tenter ma chance, il peut vous contacter ? Ça se passe comment ? Ouais, c'est l'idée, hein. Il y a des gens qui nous envoient juste des articles de temps en temps et puis D'accord. voilà, comme ça. Et puis sinon, nous contacter sur Twitter, @QBasket ou sur qbasket@gmail.com et puis ensuite on discute. En général, on propose un article de test et puis ensuite on voit ce que ça peut donner. Ouais. Alors, je vais être très franc avec les auditeurs. Pourquoi je t'ai invité dans ce podcast, c'est aussi parce que toi et moi, on partage une passion commune pour les Nuggets de Denver. Toi et moi, on est contents de ce qui s'est passé cette saison, C'est forcément. une belle année, hein. Voilà. Et je voulais que tu me parles un petit peu de ta relation avec les Nuggets de Denver. Du coup, j'ai commencé à suivre la NBA au début des années 2010. J'étais tombé probablement par hasard, ou en tout cas, on commençait un petit peu à m'intéresser au basket et à la NBA sur un match des finales de conférence 2009 entre les Lakers de Kobe et les Nuggets de Carmelo Anthony. Je suis tombé complètement amoureux de Carmelo Anthony, à la fois de ce qu'il dégageait et de ce match-là. Euh, et puis, en fait, j'ai découvert qu'il était déjà plus dans l'équipe, mais je suis resté. D'accord. Je suis resté. J'ai eu la chance de démarrer avec l'époque un peu basketball, un peu bonbon de George Karl, où ça courait beaucoup, ça faisait beaucoup de alley-oop et de dunk. Donc, quand tu découvres la NBA, c'est juste trop cool. Et puis, j'ai continué de suivre. J'ai vécu les années un petit peu catastrophe avec Brian Shaw et le début de l'ère Mike Ouais. Malone. Oh la vache, Et j'avais oublié que Brian Shaw avait. Ça la vache, t'as trop raison. Mais ça m'était c'était complètement horrible. sorti. Ça m'est complètement sorti de l'esprit, ce truc-là. La vache. Je comprends, vaut mieux refouler ce genre de période parce que moi je me souviens, c'était l'époque où je pouvais encore regarder les matchs en live et il y a mi-saison, je me suis dit mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Rien que de le voir en interview, je suis en colère. Extraordinaire. J'avais oublié. Et heureusement qu'il est parti, la vache.
Ouais, c'était 2 longues années, hein. C'était vraiment 2 Ouais. très longues années, et puis derrière, bah, en fait, voilà, on a vécu la période, dorée qu'on connaît maintenant, qui s'est petit à petit construite avec des heures sombres, hein, les blessures qu'on a connues, mais on a pu voir cette équipe évoluer. Donc c'est vrai que, bah, quand tu arrives, dans la NBA depuis 3 4 ans, pouvoir connaître un projet qui passe de l'embryon à une équipe championne, c'est assez génial comme expérience, surtout dans une franchise qui a jamais rien gagné. Quand est-ce que tu as compris que Nikola Jokic était le franchise player de cette équipe? Hem, bah, je sais qu'il y a un match où je me suis dit: «OK, on a un franchise player», c'était le match à Londres, en 2017. Ouais. C'était Denver contre, les Pacers. Ça faisait à peu près un mois que Nikola Jokic, avait été passé titulaire au poste de pivot et que le départ de Nurkic était acté. Et il y a ce Ouais. match absolument énorme où en fait, beh, déjà on savait qu'il était hyper efficace au scoring, mais en fait Mhm. le niveau de distribution qu'il apportait et la facilité avec laquelle il le faisait, on s'est dit: «OK, là en fait, on tient quelque chose». C'est-à-dire on n'a pas juste un très bon joueur, que personne suspectait, on a possiblement un énorme franchise player en fait. Ouais, on oublie que ce débat a eu lieu entre Youssouf Nurkic et Nikola Jokic à un moment, en tant que fan des Nuggets. Ça a été une vraie question que le club s'était posée, de savoir lequel des deux on garde. Et que finalement, donc, ils envoient Nurkic, c'était à Portland, hein, À Portland, ouais. c'était directement ce transfert-là. Et Jokic, à qui il file les clés de la bagnole, la clé du camion, et tu te dis, waouh. Et le niveau quand même, enfin, c'est courageux parce qu'on parle d'un joueur, même si ça faisait déjà 2 ans qu'il le voyait évoluer et qu'il savait qu'effectivement c'était probablement le meilleur joueur des deux. On parle d'un joueur dont il était dit depuis des années, de toute façon, il pourra pas être titulaire parce que ses limites défensives Tout à font fait. que ce sera une catastrophe. Et ils l'ont quand même fait et ils ont été récompensés Et quand tu vois par. la trajectoire des deux carrières entre Jokic et Nurkic, c'est. Ouais, ouais. Il y en a un qui a joué de malchance en plus parce que c'était quand même un Ouais, bon joueur et les tout à fait, blessures je suis l'ont d'accord. éteint. Je suis d'accord. Mais l'autre, c'est un triple MVP. Ouais. Pardon, c'est un double Non, MVP. ouais, Je sors du double. déni. Je sors du déni. Non, mais je te comprends. Moi non plus. Bref. Allez, triple MVP parce que si, il est MVP des finales. Donc, 3 fois Ouais, ça MVP, tu vois. marchait. Ça marche, ça marche. T'es pas du tout dans l'erreur. On va parler, s'il te plaît, de la draft 2023. On s'attendait à une nuit de folie. Cette draft 2023 aura été plutôt calme au niveau des transferts, je parle. En France, nous avons eu la joie de voir Victor Wembanyama entrer dans l'histoire du basket français en étant sélectionné en premier par les Spurs de San Antonio. C'était jamais arrivé. Un autre Français, Sidi Sissoko, va le rejoindre dans le Texas. Il a été sélectionné en 44e position par les Spurs. Bilal Koulibaly, son coéquipier au Metropolitans 92, qui ne cessait de grimper dans les prévisions de la draft ces derniers jours, se retrouve à Washington après avoir été sélectionné par les Pacers d'Indiana. Il tombe dans une équipe en totale reconstruction où, on l'espère, il obtiendra le temps de jeu nécessaire pour faire ses preuves. Projeté dans le top 30, Ryan Rupert rejoint les Blazers de Portland avec le 44e choix, 40, non, 43e choix de la draft. Les Blazers ont, eux, récupéré Scoot Anderson avec le troisième choix. Il y avait ce fameux débat, Brandon Miller, Scoot Anderson aux Hornets. Ça a été tranché. Pour l'instant, les Blazers ont toujours Damian Lillard dans leur effectif. Jérémy, que retiens-tu de cette soirée historique pour le basket tricolore? Bah, effectivement, on n'a pas eu de surprise, mais le moment était beau. La draft de Victor Wembanyama en première position, c'est quelque chose qu'on attend quand même depuis 2 3 ans, Ouais. depuis qu'il a vraiment commencé à émerger. Heu et effectivement, le moment est beau parce que, déjà les portraits qui ont été faits sont excellents et que, Victor est, je trouve, extrêmement intelligent dans toutes les réponses qu'il fait et du coup ça donne un certain aura à ce joueur et bah, en plus il finit à San Antonio, alors il y a une sorte de d'héritage qui reprend. Mmh. Il y a une franchise qui a une histoire en termes de développement de joueurs et de récents succès en NBA qui font que on est assez confiant sur ce qu'ils peuvent faire avec lui et bah, on a peut-être vu la draft d'un joueur qu'on attend comme un des meilleurs joueurs de l'histoire et un des phénomènes physiques les plus improbables qu'on ait vu en NBA, quoi.
Ouais, il y a à la fois le lien avec la France via Tony Parker, bien évidemment, qui a fait la quasi-totalité de sa carrière là-bas. Et il y a aussi ce côté des Spurs qui, quand ils ont eu les premiers pics de draft, en tout cas les années précédentes, ça a été David Robinson en 87, il me semble, et puis Tim Duncan, avec le succès qu'ils ont connu. Alors, je ne sais pas si c'est très sain et souhaitable de comparer Wembanyama directement à Tim Duncan, parce que Tim Duncan, c'est quand même 2 titres de MVP, 5 championnats remportés, 5 titres remportés. Donc bon, on va peut-être se calmer là-dessus, mais je suis absolument ravi personnellement. Et quand j'ai vu la conférence de presse d'après-sélection de Greg Popovich, ce qu'il a dit de Victor Wembanyama, de la manière dont le club compte commencer à collaborer avec lui, à travailler avec lui, à le développer, j'ai été très rassuré des propos de Greg Popovich. Et, enfin, non pas que j'avais besoin de l'être, mais je trouve qu'il est vraiment tombé dans le club idéal. C'est très con et bateau de dire ça parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, parce qu'on le savait quelque part, enfin, depuis que les Spurs ont hérité de ce premier choix, on savait que ça allait se terminer comme ça, mais ça ne fait que confirmer voilà, le fait que je trouve que c'est vraiment le match idéal pour Victor, quoi. C'est ça. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que je trouve que c'est le match idéal parce que bon, je pense que les Spurs qui ont dominé pendant un peu 20 ans la NBA, Ouais. possiblement n'ont plus les mêmes atouts qu'ils avaient par le passé, n'ont plus les mêmes avantages qu'ils avaient par le passé. Ils sont plus en avance sur le scouting comme il était. Greg Mm. Popovich est peut-être aussi un peu en fin de carrière, donc on ne sait pas dans 5 ans par qui sera coaché Victor Wembanyama. Mais en tout cas, là, à l'instant T, c'est vrai que de se dire qu'il va être coaché par Greg Popovich, ça reste très rassurant. Et même si l'équipe des Spurs est probablement une des équipes les moins avancées dans les équipes qui draftaient haut cette année, toujours est-il que effectivement, il va être dans un entourage qui est plutôt sain et qui va prendre le temps de le développer et pas le mettre dans une position inconfortable dès le début, quoi. Ouais, tout à fait. Les auditeurs de ce podcast le savent très bien, je vous ai déjà prévenu. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la draft et des profils des joueurs qui rentrent en NBA via cette draft. Euh, Comme tous les ans, je le ferai à la rentrée. Je vais inviter des journalistes d'envergure, site français, francophone, qui fait un boulot exceptionnel, qui était invité partout hier soir pour présenter justement les différents talents qui entrent dans la ligue via cette draft 2023. Donc je vous invite à lire leurs articles, à écouter aussi les podcasts qu'ils ont fait sur Victor Wembanyama. Il y a un travail de fond qui est absolument génial et eux, ce sont vraiment des spécialistes du truc. Jérémy, pour terminer sur cette draft, est-ce que tu étais étonné? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a étonné particulièrement? Bah, notamment cette longue incertitude qu'il y a eu entre Scoot Anderson et Brandon Miller. Et est-ce il y a autre chose qui t'a marqué, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu de gros transferts finalement pendant cette draft? Ouais, alors sur la partie joueur et draft, je suis un peu dans la même position que toi, c'est-à-dire que déjà suivre la NBA c'est très chronophage, donc arriver Exactement, ensuite ouais. à suivre la NCAA, la G On League est maintenant où il y a d'accord, beaucoup de on joueurs, est c'est trop d'accord. dur. C'est trop C'est dur. ça. C'est trop dur, donc moi non plus, je suis pas expert sur les joueurs qui se sont présentés. La plupart, d'ailleurs, je les ai jamais vus jouer. On savait qu'il y avait cette question autour de Brandon Miller, Scoot Anderson. La surprise qu'on peut avoir, c'est que souvent, on a un peu des écrans de fumée où les équipes s'amusent à donner des fausses informations pour Ouais. essayer de faire monter artificiellement la cote de joueurs ou baisser celle d'autres. Finalement, c'était pas un écran de fumée, c'est-à-dire que Scoot Anderson, qui était le seul joueur qui pouvait un petit peu contester le statut de numéro 1 à Victor Wembanyama, finalement tombe en 3 à Portland. Brandon Miller est pris en 2 par une franchise des Hornets qui n'a pas eu un succès très fréquent à la draft et qui peut-être continuera dans cette voie avec ce choix. Toujours est-il que c'est très dur en fait de savoir ce que vont devenir les joueurs et tant en fait ce choix est une réussite. Donc un petit peu compliqué à dire et on va pas s'avancer, on va laisser envergure faire. Pour ce qui est des trades, en fait, alors je suis de moins en moins surpris par le fait que les trades ne tombent pas pendant le soir de la draft Ouais. parce qu'en fait finalement je trouve que c'est un petit peu une gymnastique compliquée, c'est-à-dire que les équipes qui veulent drafter haut, elles doivent s'adapter au fur et à mesure des choix des autres équipes. Donc, ce qui demande une certaine gymnastique et qui peut effectivement nécessiter des trades. Mais dans le fait, les équipes qui, elles, veulent profiter de ces moments-là pour récupérer
des joueurs vétérans. Je trouve que c'est compliqué en 5 minutes de monter un échange et de se dire: «OK, je suis sûr que l'échange que je fais, je suis pas perdant ou je vais pas le précipiter et puis le regretter», alors que finalement ce trade-là, je peux le faire après, quoi. Ouais, Donc ça m'étonne pas que ce soit pas tombé après. Par contre, on a eu de très beaux trades avant. Donc je pense qu'au final, c'est ça dont on va parler, ça ouais. avait déjà bien animé, quoi. Ouais, juste Damian Lillard, enfin, t'as raison, j'étais pas là en train de me dire il allait forcément bouger à partir du moment où les Blazers allaient mettre les mains sur Scoot Anderson, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Enfin, j'ai pas de sentiment particulier par rapport à ça. Est-ce qu'il devrait bouger, pas bouger? J'ai pas d'avis personnel tranché sur la question, très honnêtement. Maintenant, je serais étonné s'il restait à Portland, même s'il arrête pas de dire qu'il veut rester à Portland après ce qui s'est passé. Mais bon, je sais pas. Ouais, alors moi déjà je suis très étonné qu'il soit resté dans la mesure où à partir du moment où tu as raté une construction et que tu repars presque de zéro avec un joueur qui prend un tiers ou presque la moitié de ton cap, c'est mission impossible je trouve en fait de Ouais, reconstruire une équipe compétitive. Maintenant s'il veut rester parce qu'il est bien à Portland et que ça c'est lui ça. convient Ouais. comme ça, pourquoi pas? Et donc possiblement il va y avoir un trade de Scoot Anderson ou d'autres joueurs avec, mais je pense que si ça se fait, bah, ça se fera dans les semaines à venir. Ou alors, ça peut très bien vouloir dire que ça y est, l'ère Damien Lillard est terminée. Ils en ont pris conscience et ils ont fait ce choix. Maintenant, ils vont prendre l'été pour trouver une destination où ils sont gagnants à l'issue du trade, quoi. Ou en tout cas, où ils s'y retrouvent. Ouais, on verra ça. Je pense que la période des transferts, cette intersaison, va être. Enfin, c'est pareil. C'est difficile de savoir à quoi s'attendre parce que j'ai vraiment l'impression que la nouvelle convention collective, qui sera vraiment effective dans 2 ans, enfin, où toutes les conditions à remplir seront vraiment effectives pas cet Mhm. été, mais l'été d'après, il me semble. Euh, j'ai l'impression que toutes les équipes sont en train d'essayer de naviguer là-dedans. Ça navigue beaucoup à vue. Et j'ai hâte de voir. Il y a une incertitude totale pour moi à ce niveau-là. On va parler des transferts qui ont eu lieu par contre avant cette draft. On va commencer par Bradley Beal aux Suns. Il y a moins d'un an, Bradley Beal signait un nouveau contrat de 251 millions de dollars sur 5 ans avec les Wizards, avec une clause que seuls 9 joueurs dans l'histoire de la NBA ont obtenue. Une clause complète de non-transfert. Une décision co-signée par le propriétaire du club à l'époque, Ted Leonsis. Il est toujours propriétaire du club, hein, mais c'est un élément important, c'est-à-dire que c'est lui qui a permis que cette clause existe dans ce contrat. Il aurait pu s'y opposer. Bref, un an plus tard, juin 2023, cette clause vient de permettre à Bradley Beal de décider de sa destination, contraignant le nouveau front office des Wizards à accepter une offre plus que moyenne de la part de Phoenix. Chris Paul, qui a été libéré depuis, et on va en parler tout à l'heure, Landry Shamet, des seconds tours de draft et 2 échanges de premier tour. On notera la présence de Jordan Goodwin dans le package avec Bradley Beal en partance pour Phoenix, joueur solide à mon sens. Conseillé par Isaiah Thomas, le nouveau propriétaire des Suns, Matt Ishbia vient de mettre sur pied un nouveau Big Three en NBA avec Devin Booker, Kevin Durant, qui, je le rappelle, est arrivé en échange de Michael Bridges, Cam Johnson et 4 premiers picks non protégés, et donc Bradley Beal. La vérité est que les Suns, depuis le transfert de Kevin Durant, n'avaient pas d'autre choix que de faire all-in à court terme. Ils ont réussi à faire venir Bradley Beal. Et pour la petite histoire, il a toujours sa clause de non-transfert dans son contrat. Jérémy, quel est ton sentiment sur ce move des Suns? Ah, alors déjà, on parlait par exemple avec l'exemple de Portland, d'équipes qui ont raté un cycle et qui essayent, de reconstruire en ayant raté ce cycle. Je trouve que le plus choquant dans le cas de Washington, c'est d'avoir mis autant de temps à se rendre compte qu'en fait, à partir du moment où ils avaient perdu John Wall, pour ses blessures, le cycle Ouais, était terminé et du ouais, coup de s'être entêté dans cette voie-là en sachant que la fin généralement c'est toujours la même, c'est-à-dire que on se dit: «Bon bah, on se sépare et puis on essaye de tirer le meilleur» et du coup je trouve catastrophique, bah, le choix de Washington qui est d'attendre cette année, après déjà la draft 2023 où il y avait, le fantôme, le spectre de Wembanyama à disposition, mhm, qui a un talent générationnel pour ouais. se dire:
on va lancer notre construction, déjà c'est un petit peu moyen, et d'avoir attendu que finalement les assets qu'ils ont récupérés ou qu'ils avaient, c'est-à-dire Bradley Beal, actifs dans notre trade clause, que Kristaps Porzingis se retrouve avec une player option qu'il puisse activer ou non, ils se sont mis dans une situation où tous les échanges vont être factuellement compliqués à rentabiliser. C'est-à-dire que la valeur des joueurs Complètement. va être amoindrie par la situation contractuelle. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec le cas de Bradley Beal, c'est-à-dire que il récupère pas grand-chose par rapport au talent du joueur. Il faut quand même le dire, hein, Bradley Beal, même si cette année c'était un petit peu moyen, c'est un joueur qui a enchaîné 2 saisons avec plus de 30 points par match, en étant un joueur plutôt fiable aussi balle en main et en étant un joueur efficace dans son tir. Donc c'est un excellent arrière, même si la situation a un petit peu terni son image. Et il l'abandonne pour Chris Paul et quelques considérations des swaps de pick et des deuxièmes tours de draft. Donc côté Wizards, je trouve le trade assez mauvais. Maintenant vient le côté Phoenix et je dois dire que je suis plutôt fan de ce qu'ils font parce qu'il y a un côté expérimentation. Il Mhm. y a un côté, on va faire jouer Devin Booker et Bradley Beal ensemble, c'est 2 arrières, il y a peut-être pas de meneur, mais dans les faits, ils sont suffisamment bons balle en main et la NBA a suffisamment évolué pour que ce test soit concluant d'un point de vue création. Toi, je me demande comment tu l'as vu ce trade justement, Bah, moi, je suis pas fan du tout. Enfin, j'ai l'impression que Phoenix n'a pas retenu la leçon de ce qui s'est passé dans ces playoffs, de ce qui s'est passé par le passé avec d'autres clubs, enfin, où d'autres clubs ont tenté de faire des moves un peu similaires. Euh, Après, je sais pas, il y a plusieurs façons de voir. Si tu regardes Brooklyn avec Harden, Durant et mmh, Kyrie Irving, on peut dire ce qu'on veut de ce truc-là. Ça a été un échec sur toute la ligne. Le truc a fini par exploser aussi rapidement que ça s'est monté. N'empêche que le temps où ils ont joué ensemble, tu c'était fort. voyais la puissance offensive monstrueuse du truc, quoi. Et les Suns, aujourd'hui, doivent trouver un moyen d'être moyen, je pense, défensivement. Ça pourrait presque suffire. Et ils ont recruté Frank Vogel, qui est un coach spécialiste de la défense et qui peut potentiellement arriver à obtenir ce résultat. On verra. Mais être moyen défensivement pourrait suffire à Phoenix à s'en sortir avec les honneurs, je pense. Mmh, Vu qu'offensivement, ils vont être absolument monstrueux sur le papier. Maintenant, il y a quand même énormément d'interrogations par rapport à la capacité de Bill et Durant, qui sont quand même des joueurs souvent blessés, à rester sur le terrain. Et à partir du moment où si ces joueurs-là sont pas là, bah, qui va prendre les minutes et qui va assurer l'intérim en attendant euh, Et une fois arrivé en playoff, je suis sûr qu'en saison régulière, ça peut très bien fonctionner, mais une fois en playoff, je sais pas comment ça va tenir le coup face à certaines équipes, quoi. Face à certains profils d'équipes qui risquent de les enfoncer par la taille à l'intérieur. Je sais pas comment ça va fonctionner. Et est-ce qu'on a la version finale des Suns? Est-ce que DeAndre Ayton va rester ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres transferts à venir ou pas? C'est aussi ça. C'est dur de lire l'avenir de Phoenix pour la saison prochaine à partir du moment où on sait pas, on n'est pas certain d'avoir la version finale de cette équipe, quoi. bah, je pense qu'on peut dire même qu'on n'a pas la version finale de cette équipe parce que on sent que le divorce est en partie consommé ou en tout cas accepté avec DeAndre Ayton et qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'obtenir une contrepartie et d'obtenir une profondeur d'effectif. Mais c'est Et ça la justement, question, en c'est fait, qu'est-ce que tu obtiens pour DeAndre Ayton concrètement aujourd'hui? Parce que DeAndre Ayton, à force de le traiter de la sorte et de lui donner un rôle plus que secondaire parfois sur le terrain, tu baisses sa valeur sur le marché. Donc la contrepartie qu'aujourd'hui tu peux espérer, sachant qu'un pivot aujourd'hui en NBA, c'est pas le poste qui est le plus recherché dans la ligue. Donc, c'est là où il y a quand même, ça me pose des questions. C'est que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que tu récupères concrètement pour DeAndre Ayton et, comment tu fais sens avec Booker, Durant et Bill aujourd'hui sur un terrain?
Je pense de toute façon, effectivement, les Suns, c'est une équipe dont la gestion peut laisser un petit peu pantois. C'est-à-dire que, déjà, il y a le changement de propriétaire qui a l'air extrêmement pressé. Les années précédentes, on a vu des fois même globalement, en fait, sur la décennie 2010, ça a été très laborieux. Pour autant, ils ont réussi en l'espace de quelques années à monter une équipe qui jouait et qui joue le titre. Mhm. Hem je pense en tout cas que comme tu disais, le trio offensivement, s'ils sont en forme et qu'ils arrivent en forme en playoff, offensivement, ça peut être très, très fort. Mais je pense qu'une des leçons, qu'on pouvait tirer de ces playoffs, si on l'avait pas tiré les années précédentes, Mhm. c'était en voyant Phoenix et en voyant par exemple les Cavs, que la profondeur une fois en playoff, c'est clé pour aller au bout. Hem et c'est vrai que le choix de Bradley Beal, on peut se dire que ça va un petit peu à l'opposé de cette idée-là, c'est-à-dire vous avez déjà un duo très fort, c'est censé être suffisant en attaque et pourtant vous faites le choix d'ajouter une troisième star au lieu d'aller chercher d'autres contreparties. Mais mine de rien, ce que je trouve est marquant avec cet échange, c'est que finalement, le prix de cet échange, c'est Chris Paul Mais qu'ils avaient complètement. presque coupé, 2 semaines avant. C'est-à-dire que le contrat était non garanti, on pensait que ça y est, c'était officiel, ils payaient les 15 millions et ils se débarrassaient du reste du contrat. Finalement, changement d'avis et ils vont chercher Bradley Beal, donc l'upgrade, elle est énorme. Ils n'ont pas perdu en profondeur, et donc ils ont toujours la mission de ramener, des role players qui vont donner corps à cette équipe. Mais par contre, en termes de valeur donnée pour l'avoir, c'est le néant au final. Donc, je pense que tout se joue maintenant pour Phoenix. Qu'est-ce qu'ils font avec DeAndre Ayton? Est-ce qu'ils arrivent à faire des belles récupérations un petit peu avec des contrats minimums, avec ce qu'ils peuvent faire avec l'argent qui leur reste? Mais possiblement, s'ils font un bon travail pendant le reste de l'été, voire à la trade deadline l'année prochaine, peut-être qu'ils auront réussi cet échange en fait. Oui, alors c'est aussi ça. Il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. C'est-à-dire qu'on est toujours là après. On voit un transfert comme celui-ci. Il y en a plein qui sont ultra enthousiastes en se disant ah, maintenant c'est bon, il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à trouver des contrats minimums pour remplir le truc. De toute façon, il y aura des vétérans qui chassent un titre, qui vont se pointer, qui vont prendre le minimum pour jouer avec ces gars-là. Ben, je sais pas, ça me semble pas aussi certain que ça en fait. Et puis, il y a qui véritablement sur le marché qui est capable de remplir toutes les conditions pour correspondre à ce que les Suns veulent faire. Et l'autre point noir, et d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que Chris Paul, quand tu vois la tournée médiatique qu'il a fait après son transfert de Phoenix, où il a insisté lourdement à chaque fois sur le fait qu'Isaiah Thomas était dans l'oreille de Matt Tishbia, que en résumé, c'était lui qui tirait un peu les ficelles du truc. Isaiah Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas Isaiah Thomas, et notamment son passage absolument catastrophique au Knicks, si un jour on me dit que ma franchise a ce mec-là dans son orbite et qu'il a un vrai poids dans les décisions qui sont prises, personnellement, j'ai peur. Très, très clairement. Hein. Ce gars-là, pour moi, n'a jamais fait des bons choix d'un point de vue personnel pour monter une équipe NBA capable d'aller loin. Il n'y a qu'à voir ces équipes au Knicks, c'était absolument risible. Bref. Là, il y a une base, on va dire, un peu plus solide. C'est dur de regarder un effectif avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal et de se dire que ça va être une foirade totale. Mais voilà, encore une fois, qui va venir? Est-ce que tu arrives à retenir Torrey Craig? Est-ce que tu arrives à retenir Jock Landale? Est-ce que tu arrives à faire venir enfin à garder Bismack Biyombo? Qui tu mets exactement dans cette équipe en fait? Et qui va être complémentaire? C'est ça qui me dérange avec ces trois joueurs-là, c'est qu'ils ne sont pas complémentaires. En plus. C'est-à-dire que ces trois noms absolument incroyables, mais Durant, Booker, Bradley Beal, pour moi, c'est extrêmement redondant en termes de qualité de ce qu'ils apportent sur un terrain. Or, Mmh. il y a beaucoup de big three dans l'histoire dans cette histoire-là. Il y a un peu plus de complémentarité et c'est ces joueurs-là souvent qui, je trouve, enfin, ces équipes-là qui fonctionnent. Quand c'est trop redondant, je sais pas. Ça me pose vraiment des problèmes, quoi. OK. Ouais, ouais, je suis un petit peu plus optimiste que toi parce que moi je trouve que par exemple Bradley Beal, il apporte un petit peu certaines offensivement des choses qui manquaient à Phoenix. Par exemple, on les a vus dépendre beaucoup de leurs tirs et contre Denver qui avait un plan défensif, Mhm. heu,
bien ficelé pour justement limiter Kevin Durant, en grande partie, ça a suffi à faire la différence. Bradley Beal, il apporte une capacité à attaquer le cercle, je trouve, qui manquait à cette équipe, de Phoenix et puis, en fait, on se rend compte, je trouve, dans la NBA actuelle qu'avoir un meneur de jeu un peu classique, qui appelle les systèmes, qui organise le jeu, c'est de Mhm. moins en moins nécessaire parce que les joueurs sont de plus en plus polyvalents et Ouais. donc j'ai l'impression qu'il y a pas en fait de, Heu, par exemple, comme on avait avec les Lakers, avec l'arrivée de Westbrook, il y a pas un joueur qui va empiéter, sur ce que l'autre fait et dont on peut se dire: «Ah mince, en fait, ils vont limiter leur propre efficacité». Moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent se les 3 peuvent se nourrir les uns des autres, un peu comme on avait avec, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Peut-être en moins fort, mais je pense qu'offensivement, ça va être assez impressionnant. Mais reste voilà que comme tu dis, en fait, tout se joue sur ce qui va être fait après et là-dessus, on peut avoir de gros doutes sur le travail qui va être effectué derrière et la philosophie, qui se dégage Mhm. de ces premières semaines avec Matisse Bia à la tête des Suns et donc en l'état, je trouve que le trade, pour moi, est très bon, mais par contre, j'ai peur qu'à la fin, on arrive avec un effectif qui, lui, ne soit pas à la hauteur du trio qu'ils ont rassemblé. Là, pour moi, le recrutement des pièces secondaires, comment ils vont construire le reste de l'effectif, pour moi, est absolument primordial, stratégique. Enfin, je veux dire, je suis pas vraiment. Si je suis Denver, par exemple, je viens de gagner le titre, je suis pas forcément en train de me gratter la tête en me disant, oh mon Dieu, comment on va faire, quoi. C'est, à ce stade, non. J'ai pas l'impression que c'est un casse-tête insoluble qui se présente à moi. Et pour tous ceux qui me diront, ah ouais, mais attends, Josh, rends-toi compte, c'était 4-2 face à Phoenix. C'est peut-être l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre aux Nuggets Mmh. pendant leur campagne de playoff. Je rappelle que les 2 victoires des Suns se sont faites parce que Devin Booker, tout d'un coup, est devenu absolument radioactif avec une réussite au tir historiquement quasiment jamais vue de toute l'histoire de la NBA. Donc il y a un moment, à quel point tu peux refaire, réitérer ce genre d'exploit sur le terrain. Je parierais pas là-dessus personnellement. En tout cas, ça me semble Clairement. pas être un truc sur lequel tu me dis, ah c'est bon, il va retourner, il va refaire un 80% de true shooting percentage sur une série de playoffs, quoi. Non. Et effectivement, je suis pas d'ailleurs, je pense pas que ce soit vrai que ce soit les Suns qui aient donné le plus de fil à retordre aux Nuggets. Oui, c'est ceux qui ont pris le plus de matchs, mais quand on Je regarde suis le tout à fait contenu des d'accord. rencontres, les Lakers et le Heat ont été des adversaires Je suis tout à beaucoup fait plus d'accord avec toi. problématiques. Donc oui, Absolument d'accord effectivement. avec ça. Donc, euh, donc ouais, je suis pas forcément enthousiaste, voilà. Après, c'est très difficile de se prononcer de façon catégorique. De toute façon, c'est jamais une bonne chose de se prononcer de manière catégorique au NBA. C'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure de nos années de fan. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont bâtir cet effectif autour de ça. Quel genre de joueurs ils vont réussir à trouver pour compléter tout ça et à quel point ça va être crédible à la fin, quoi. J'ai hâte de voir ça. Mais encore une fois, quand je vois comment le process de recrutement se fait avec Isaiah Thomas, j'ai un peu peur quand même. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On verra ça. Euh, dans cette histoire, donc, Chris Paul a été euh, transféré à Washington. Immédiatement, il y a eu une redirection des Wizards qui ont fait un deal avec les Warriors pour faire venir Jordan Poole, un premier pick en 2030 et un second choix de draft en 2027 Mmh. en échange de Chris Paul, ce qui fait que Chris Paul, aujourd'hui, ne jouera jamais, on le sait maintenant, à Washington. Les Warriors ont décidé de le faire venir. Pourquoi? Parce que là, c'est clairement le signe qu'ils ont décidé de tirer profit au maximum de la carrière de Stephen Curry. Le front office qui opère désormais sous les ordres de Magdon Levy Jr. Donc, a fait ce deal. Un Poole, c'était un joueur de 24 ans qui entrait au début de la saison prochaine dans la première année d'un contrat de 4 ans à 123 millions de dollars. Le voilà parti, voilà Chris Paul qui arrive, longtemps le meilleur ennemi de Stephen Curry. Le Pun God aura 39 ans l'an prochain. Il rejoint un effectif de vétérans où sa mission exacte reste à définir.
Mais Chris Paul pourrait permettre à Steve Kerr de disposer d'un joueur surqualifié pour gérer les minutes de Stephen Curry. Enfin, quand Stephen Curry est sur le banc, ce qui est un des points faibles de cette équipe des Warriors. Pourquoi ? Parce qu'elle est entièrement bâtie autour de Stephen Curry et de sa présence sur le terrain, notamment de sa capacité à attirer les défenses et de créer le chaos sur le terrain, ce qui ouvre des shoots pour ses coéquipiers. Un des points majeurs sera toutefois d'observer la manière dont Chris Paul sera en mesure de s'adapter au rythme et à la manière de jouer des Warriors. Lui qui a l'habitude de jouer à un rythme plutôt lent et posé, et un jeu majoritairement tourné sur le pick and roll, le voilà dans une équipe qui aime jouer rapidement et qui fait tourner le ballon avec des joueurs en mouvement perpétuel. Jérémy, est-ce que tu as une inquiétude ou une interrogation particulière concernant l'arrivée de Chris Paul aux Warriors ? Alors, moi, j'aime pas du tout cet échange. Ah Ouais, je n'aime pas du tout cet échange pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai pas l'impression que c'était. En fait, j'ai pas l'impression que la leçon à retirer de cette campagne de playoff des Warriors, c'était qu'il y avait besoin d'un meneur playmaker en sortie de banc au relais de Stephen Curry. ouais. J'ai l'impression qu'au contraire, il y avait quand même une notion de comment on fait pour retrouver le niveau défensif de 2022 et donc il aurait plutôt fallu chercher avec Jordan Poole à attirer peut-être des ailiers un peu grands capables de défendre sur plusieurs positions pour retrouver un peu cette capacité à vraiment étouffer l'adversaire qui a fait un peu le succès des Warriors ces 7-8 dernières années. Donc pas très convaincu par le choix de Chris Paul, d'autant que là on parle d'un joueur qui a passé les 38 ans, qui fait 1m83, qui dans ses playoffs et même cette saison était clairement à un niveau en deçà de ce qu'on lui a connu en 2021 ou même en 2022. Et donc je trouve que d'abandonner Jordan Poole, qui était probablement le principal asset, comme on dit, Ouais. des Warriors pour se renforcer, je trouve ça cher payé. Je trouve ça très très cher payé. C'est de loin, je trouve, le seul trade que les Wizards ont pu éventuellement gagner. Et en plus de ça, il y a un peu cette notion que, ok, maintenant que j'ai par exemple Stephen Curry et Chris Paul, c'est quand même deux joueurs à qui je suis censé donner du temps de jeu, mais je peux pas les associer. C'est-à-dire que défensivement, c'est pas tenable, physiquement, c'est trop petit. Moi, cette arrivée de Chris Paul, elle fait du sens effectivement pour les minutes sans Curry, mais on a dit la même chose des fois d'échanges comme par exemple celui de Westbrook aux Lakers où on disait bah, ça va être bien parce que les minutes où il n'y a pas LeBron, du coup il va prendre le relais. Mais en fait, ce qui est important, c'est de gagner les minutes des titulaires. Et du coup, en fait, on peut pas gagner les minutes des titulaires avec Chris Paul et Stephen Curry sur le terrain. Ce qui fait que moi, en l'état, je suis un petit peu déçu de l'échange. Et alors, à vérifier, mais en plus, j'ai cru lire que le trade ne pourrait pas se faire tout de suite. Étant donné que le contrat de Jordan Poole va s'activer cet été, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, mais en fait, ça va être effectif début juillet, tout simplement. Ok, moi j'avais lu début janvier, donc c'est pour ça que je Non, me non, non, disais, en non, non, plus, ça veut dire qu'il c'était. fait pas le training camp. Non, Ok, d'accord. je vois très bien ce que tu veux dire. Non, non, c'était juste une erreur de frappe qui avait été faite sur un tweet. Et Ok, c'est début juillet. Ça n'a rien à voir avec bon, janvier. déjà c'est mieux. Ouais. Mais du C'est- coup, ouais, non, pas convaincu par l'arrivée de Chris Paul aux Warriors, pas parce que c'est catastrophique, mais juste parce que je pense qu'il y avait mieux à faire et c'était pas la priorité. Non, mais t'as tout à fait, t'as tout à fait raison. Effectivement, le fit. Enfin, il y a un mec que j'adore, qui est fan de NBA, qui s'appelle Jason Conception, qui a comparé la venue de Chris Paul aux Warriors à celle de Shaquille O'Neal aux Suns de Phoenix à l'époque. C'est-à-dire que pour lui, c'est un choc philosophique dans la manière de Mm. jouer des uns et des autres, quoi. Et un peu un move désespéré de récupérer un nom qui claque un peu, tu vois, Chris Paul aux Warriors, wouh. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, sur l'aspect, qu'est-ce qu'il va apporter exactement, il y a des vraies questions qui se posent. Et juste voir ça par le prisme de se dire, tiens, les minutes sans Curry où on souffre, eh ben on aura Chris Paul, tiens, pour gérer ça et trouver des bons shoots pour tout le monde. Pour moi, ça marche pas comme ça, en fait. Tu Non. vois, la NBA, enfin, un club ne fonctionne pas de cette manière-là parce que j'ai hâte de voir. Hein. Peut-être que Steve Kerr va trouver un moyen de faire fonctionner cette histoire, mais
Franchement, effectivement, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas aussi simple que ça. Et l'autre partie les deux autres parties, je trouve, dont on parle pas assez dans ce transfert, c'est le fait que Poole, l'an dernier, il a joué 82 matchs. C'est lui qui était sur le terrain quand Stephen Curry était blessé, quand Klay Thompson avait un pépin physique. C'était lui qui prenait ces minutes-là. N'empêche. Mm. Est-ce que tu vas demander à Chris Paul de tout d'un coup, comme tu disais tout à l'heure, tiens, que Klay Thompson ne joue pas, bah, on va le mettre dans le 5. Ça semble compliqué, quoi. Bah, je Donc, pense que lui, il peut attendre ça. C'est-à-dire que Chris Paul, même à 38-39 ans, il attend encore de jouer des minutes de titulaire s'il en a l'occasion. Le problème, c'est plus, est-ce que ça correspond à ta philosophie de jeu, comme tu le dis? Et de fait, est-ce que les Warriors vont continuer à être, les Warriors dans les minutes où c'est Chris Paul qui a la balle, s'il la garde 10-12 secondes dans les mains? Comment tu l'adaptes là-dedans, quoi? Et du coup, tu disais tout à l'heure, par exemple, l'exemple d'Isaiah Thomas, qui serait visiblement dans l'oreille de Matisse Bia. Bah, je me dis que là, les Warriors, ils ont perdu Bob Myers, qui a été l'artisan, Ah pour ceux oui. qui savent pas, de cette équipe de Golden State. Moi, que le premier move, ce soit d'échanger Jordan Poole, qui est un jeune joueur qui certes a fait une mauvaise saison, mais a fait aussi une saison dernière qui était plutôt très bonne, on va sans dire excellente, Tout à fait. pour Chris Paul, bah, je trouve ça inquiétant. Qui a eu un rôle déterminant dans la quête du titre en 2022. C'est ça, c'est ça. Qui était l'espèce d'électron libre qui sortait du banc et qui arrivait à parfois, alors l'an dernier beaucoup, beaucoup moins, mais à répliquer un petit peu. C'était une sorte de Curry light, extra C'est light, hein, ça. parce que Curry, il Mmh. est tellement légendaire que je me permets absolument pas de comparer les deux. Mais il arrivait à reproduire, il collait parfaitement au jeu que pratiquaient les Warriors. Et il rentrait là-dedans. Ça nous montre aussi, quelque part, j'ai envie de te dire, Jérémy, que le clash entre Poole et Draymond Green, Dieu sait que moi j'avais minimisé ce truc-là, mais je me rends compte à quel point Pareil. je me suis absolument trompé. Il y a un journaliste qui a signalé que Jordan Poole, à partir du moment où il a été transféré, a arrêté de suivre Draymond Green sur tous les réseaux sociaux où il le suivait. Alors, ça fait un peu TMZ de dire ça, mais c'est pas anodin en fait. Il y a le côté humain, les histoires personnelles entre collègues de travail qui ressort là-dedans. Et ouais, je suis. En fait, l'importance de ce truc-là a été colossale, notamment pour Jordan Poole et sa production sur le terrain et sa façon de faire, quoi. Ouais, alors après, c'est vrai que c'est toujours, difficile, je trouve, de commenter là-dessus, surtout, par exemple, pour nous qui sommes en France et qui n'avons pas de lien avec les franchises parce que, il y a des fois, on sait qu'il y a des histoires qui vont être survendues par les médias, et il y a des choses aussi, bah, tout simplement dont on va jamais entendre parler, mais qui vont, en fait, avoir un réel impact sur l'histoire d'un vestiaire. Mais effectivement, il semblerait que l'altercation avec Draymond Green soit le début, en tout cas d'un mouvement de carrière pour Jordan Poole qui va pas dans le bon sens, et qui semble quand même l'avoir isolé de l'équipe. On le sentait, notamment en playoff, des fois un petit peu désintéressé. Donc il est temps en soi de fermer la parenthèse Jordan Poole, je pense. Restera toujours que, est-ce que c'est Chris Paul la solution, quoi? Oui, complètement. Après, il y a McDon Levy Jr. a reconnu une chose, parce que c'est pareil, tu vois, si on prend les playoffs qui se sont passés, la leçon à retenir côté Warriors, c'est on est trop petit, on a besoin de taille. Mmh. Et manifestement, il est conscient de ça. Donc pareil, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que les Warriors vont faire sur le marché des transferts à l'intersaison, parce il y a clairement des vrais besoins. Et comme tu dis, Chris Paul, je suis pas sûr que ce soit c'est cool, hein, d'avoir Chris Paul, mais ça répond pas vraiment aux problématiques qui ont pointé leur nez face aux Lakers dans leur Mmh série, mh. quoi. C'est pas le cahier Euh, des charges, quoi. c'est ça, exactement. Et maintenant, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais avec Jonathan Kuminga, avec Moses Moody, si vraiment tu veux exploiter à fond la fenêtre de tir que tu as maintenant tout de suite avec Stephen Curry? Franchement, l'intersaison des Warriors va être vraiment passionnante, et ce move de Chris Paul n'est pas en soi rassurant, pointe peut-être en direction du fait que les Warriors veulent faire un coup tout de suite maintenant pour exploiter voilà, les 2-3 saisons à venir. Là, c'est maintenant que ça se passe, clairement. Enfin, c'est ce qu'ils viennent de nous signifier, en tout cas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer.
Moi aussi. Même si je suis pas optimiste, Ouais, il leur reste sûrement des cartouches. Mais j'attends de voir, comment ils gèrent même d'ailleurs les situations de Klay Thompson, de Draymond Green parce que, eux complètement. aussi vu que, les Warriors sont l'équipe qui à ce jour paye la luxury tax la plus importante et vu que comme tu disais tout à l'heure, il y a ce nouveau CBA qui arrive, comment ils vont renégocier leur contrat? Comment ils font pour garder ce trio ensemble qui visiblement quand même, on a un peu l'impression que comme avec les Bulls, on a envie et les Warriors ont un peu envie qu'ils finissent ensemble. Mais mine de rien, ils sont quand même sur la pente descendante, particulièrement que les Thompson. Et donc, comment tu gères cette situation? Comment tu restes compétitif en gardant à peu près les égos à flot de ton trio initial, quoi. Ouais, complètement. À quel moment tu décides de faire le truc, de prendre les enfin de faire passer les sentiments avant Ouais, la compétitivité, quoi. exactement. Et je peux comprendre quand tu es fan d'une franchise, que tu as des joueurs comme Klay Thompson, Draymond Green, qui t'ont permis d'être ce que tu es, de remporter, tous les succès que tu as remportés. C'est très, très compliqué pour une franchise de se séparer de ces joueurs-là, quoi. Je C'est le ça, et même en conçois tant tout que à fait. propriétaire, en fait, parce que tu sais, finalement, ta franchise a décollé parce qu'il y a eu le succès fulgurant grâce à ces joueurs-là. Tout à Donc, fait. comment tu fais d'un point de vue image, d'un point de vue valorisation de ta franchise pour continuer à tirer profit en fait de cette génération dorée que tu as eu entre les mains? Leur situation, elle est vraiment à part, je trouve, celle des Warriors. Et du coup, je trouve ça un peu dommage d'investir un asset jeune sur un joueur de 39 ans. Bon, on verra. La suite Oui. nous donnera raison Et ou mais tort. c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Jordan Poole était peut-être leur meilleur asset pour récupérer quelque chose qui correspond à leurs besoins, tout en gardant les Thompson, les Green, tout ça. Et là, c'est un choix ouais, qui vient avec un gros point d'interrogation, quoi. Complètement. C'est Et ça. bref. On termine ce podcast en parlant de Boston qui se sépare de Marcus Smart pour faire venir Kristaps Porzingis. Alors pour moi, il y a deux façons de regarder ce transfert entre Boston et Washington. La première, c'est de voir que Boston a refusé le statu quo et n'a pas eu peur de se séparer d'un joueur majeur de son effectif pour en faire venir un autre potentiellement capable de permettre au club de franchir l'ultime marche vers le titre NBA. La deuxième, et c'est plutôt de ce côté que je penche personnellement, c'est que Boston vient de faire un pari extrêmement risqué en laissant partir un joueur qui était la constante de tout leur succès ces dernières années. Ça peut paraître totalement surfait et pompeux pour certains, mais Marcus Smart était l'âme et le cœur battant de cette équipe des Celtics. Il était de toutes les batailles, il n'hésitait pas à remettre les pendules à l'heure dans le vestiaire quand cela était nécessaire. Il était devenu au fil des saisons l'identité même du club. Je comprends qu'on puisse rationaliser ce transfert, dire qu'il faut laisser la chance aux nouveaux produits, que Porzingis, qui sort peut-être de sa meilleure saison en carrière, est vraiment l'élément clé qui peut propulser Boston au titre. Mais l'historique des blessures du pivot laiton et sa manière d'être sur le terrain depuis son entrée dans la ligue, personnellement, ne me semblent pas être des éléments rassurants pour Boston. Qu'est-ce que ça va donner en playoff quand il se retrouvera face à Bam Adebayo et Jimmy Butler ou Giannis Antetokounmpo? Je ne veux pas me montrer désobligeant vis-à-vis de Porzingis, mais il y a pour moi une grande différence entre réaliser une bonne saison aux Wizards et s'imposer comme un joueur sur lequel on peut compter quand on est une franchise qui joue le titre. Jérémy, ton avis général sur ce transfert? Mmh. Je pense que déjà, d'un point de vue humain, il est effectivement compliqué, pour Boston dans la mesure où ils sont partis, enfin, à un moment de leur journée, ils se sont dit: «OK, Malcolm Brogdon part». Malcolm Brogdon qui visiblement a une blessure problématique et on va récupérer Porzingis qui est, je trouve, un excellent échange. Et en fait, quelques heures après, finalement, c'est plus Brogdon parce que Brogdon, n'a pas passé les tests médicaux visiblement des Clippers. Heu et là, d'un coup, c'est Marcus Smart qui a été finalement, bah, le point de départ de la reconstruction de ta franchise, qui est, comme tu dis, considéré comme, l'âme de l'équipe, et qui en plus s'est bonifié au fil des années au point d'arriver à devenir le meneur de jeu titulaire de cette équipe, qui est un prétendant au titre, tous les ans depuis, plusieurs années. Hem et alors, c'est marrant, je trouve, parce que ces 3 échanges, ils mettent en avant des problématiques, des uns et des autres, Mhm.
de manière différente. On disait tout à l'heure, par exemple, c'était compliqué, la situation de Jordan Poole parce que, heu, commenter un fait interne, nous qui ne voyons ça que de loin, c'est pas évident et par exemple, les Celtics ont dit que Marcus Smart est l'âme de la franchise, mais en même temps, Boston, c'est une équipe qui a été en dents de scie permanente depuis 5-6 ans et ce, alors que Marcus Smart est effectivement le leader de cette équipe et finalement, même si lui a été une constante dans l'équipe, on a vu Boston être certaines années une excellente équipe où on a l'impression que le groupe est ensemble et qu'ils vont dans la même direction et d'autres années où ils étaient complètement démobilisés, heu et ce malgré la présence de Smart. Est-ce que du coup, finalement, le point de vue humain est si important dans leur cas? On n'aura pas la réponse, mais je me permets d'émettre un doute parce que j'ai l'impression que ce vestiaire est un peu particulier et qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on saura peut-être jamais pourquoi. D'un point de vue basket, ensuite l'échange, pour Boston, je pense qu'on est un peu dans la même situation que Phoenix. C'est que on n'est pas au bout de nos peines concernant les Celtics parce qu'il y a encore énormément de points d'interrogation dans le roster et qu'il va être intéressant de voir la suite. Moi, j'aime bien l'arrivée de Porzingis, hem, parce que je pense qu'il peut répondre à certains problèmes. Heu, d'une part offensif, voire défensif si, Boston arrive à refaire de lui un rim protecteur, plutôt correct. Donc un protecteur d'arceaux qui peut leur faire défaut en raison, notamment de la blessure de Robert Williams qui continue de le gêner. Hem et en fait, Boston est un peu à un tournant, c'est-à-dire qu'Al Horford est vieillissant, Grant Williams, ils ont un peu laissé tomber le joueur cette saison. Du coup, le fait de ramener Porzingis, il ramène un joueur sur lequel ils peuvent compter pour plusieurs saisons et il ramène encore un profil différent à l'équipe. Donc je pense qu'il faut attendre de voir qu'est-ce qui va être fait avec Robert Williams, qu'est-ce qui va être fait avec Malcolm Brogdon, qu'est-ce qui va être fait avec Grant Williams pour rééquilibrer le roster. Mais en soi, mine de rien, il s'offre quand même une troisième option plutôt intéressante et un joueur qui va ouvrir le terrain et qui représente probablement un des plus gros dangers de loin sur le poste de pivot avec Nikola Jokic et Karl Anthony Towns, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je j'arrive pas à m'empêcher de me dire que Marcus Smart était là. Enfin, je veux dire, le succès des Celtics ces dernières saisons est quand même colossal. Ils ont fait je ne sais combien de finales de conférence. Ils ont fait Mm. la finale il y a un an. Mhm. Là, ils étaient à deux doigts de retourner en finale. Et c'est vraiment parce que Joe Mazzulla était aussi un coach rookie qui a eu tous ces changements en termes de coaching souhaités, pas souhaités, subis, notamment avec Ime Udoka, Mhm. qui ont fait que l'équipe a un peu bafouillé son basket cette saison, probablement. Pour moi, Marcus Smart était justement la constante. C'est lui qui remet les pendules à l'heure auprès de Jason Tatum et Jalen Brown pour pour moi, c'était une voix absolument nécessaire dans le vestiaire. Et il a 29 ans, je veux dire, il va avoir 30 ans, mais il est encore dans la force de l'âge et il est encore, Il est au sommet de sa carrière là, ouais. il est au sommet de sa carrière, ouais. Et là, à l'intersaison, Boston va potentiellement perdre et Marcus Smart et Grant Williams. Excuse-moi, mais quand je regarde les playoffs, comment ça se passe, s'il y a deux joueurs que j'ai envie d'avoir dans mon effectif quand on attaque les playoffs, c'est ces deux joueurs-là. Alors, Et je suis d'accord avec toi et en même temps, Joe Mazzulla a fait le choix de n'appeler Grant Williams qu'un match sur 2, mais ce qui est très étonnant j'ai bien conscience et de ça, mais pour moi, c'était quand même une erreur. c'est une erreur. Et, et je sais bien qu'au bout d'un moment, on va parler des intangibles, enfin, des choses qui sont pas quantifiables et tout ça. Et est-ce que c'est un pur produit de l'esprit et qu'on est là avec nos émotions en train de surréagir à un départ ou au fait qu'un joueur ait été mis de côté dans l'effectif? Je sais pas. Mais de mon expérience à moi, c'est loin d'être anodin de perdre à Marcus Smart, c'est loin d'être anodin de perdre un gars comme Grant Williams. Et Porzingis, oui, il sort d'une très bonne saison avec les Wizards, mais comme je l'ai dit en intro, pour moi, il y a une grande différence entre faire une bonne saison aux Wizards et d'être tout d'un coup dans un club qui vise le titre. Je suis d'accord On- et d'autant que, on sait que les défenses en playoff sont différentes et que quand tu affrontes les Wizards en saison régulière, normalement tu vas jouer un petit peu,
avec retenue si tu es une grosse équipe. Là, effectivement, il va jouer avec des défenses qui vont beaucoup plus le respecter et qui vont peut-être des fois même faire un plan de jeu contre lui. Donc, c'est aussi là qu'on va voir où il en est, parce que mine de rien, Porzingis, il a un parcours compliqué avec les blessures qu'il a eues et le physique qu'il a. C'est-à-dire qu'une rupture des ligaments croisés quand tu fais plus de 2,20 m, c'est moins évident à gérer que quand tu fais 1,90 m. Et on a vu, voilà, une carrière un peu en dents de scie. Ça n'a pas été le même joueur à New York qu'à Dallas, qu'à Washington. Là, il va arriver à Boston. On va voir aussi où il en est de sa carrière et comment il est revenu de tout ça, quoi. Kristaps Porzingis, dans sa carrière, il a joué 10 matchs de playoff, dont une série qu'il Mm. a fait à moitié parce qu'il était blessé. Mhm. Marcus Smart, il en a fait plus d'une centaine. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien qu'on essaye de rationaliser le truc en permanence, mais les Celtics, aujourd'hui, dans leur effectif, ils ont Porzingis, qui le plus de matchs qu'il ait joué dans une saison, c'est 72, je crois, et c'était au tout début de sa carrière, et depuis, c'est quand même très, 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 très C'est un compliqué. champ de mine, ouais. Donc, de là à espérer qu'il arrive en playoff en un seul morceau, si jamais ça arrive, de se dire il va passer 4 tours de playoff en un seul morceau, bon courage. Donc, tu as ce mec-là, tu as Porzingis. Tu as Robert Williams, avec qui potentiellement il va jouer. Pareil, grosse question sur sa capacité à rester en bonne santé. Malcolm Brogdon, ils viennent un transfert n'a pas eu lieu parce que ce joueur-là donc s'est blessé à l'épaule avec un tendon extrêmement important et les Clippers ils ont dit non, nous on veut pas de ça, c'est hors de question qu'on mette les mains là-dedans. Et lui aussi c'est pareil, il a un carnet de santé qui est épais qui est épais comme une encyclopédie. Donc, je veux dire, Brogdon, Porzingis, Robert Williams, en termes de santé, c'est chaud et c'est quand même des joueurs majeurs de ton effectif. T'as Al Horford qui a 37 ans et qui potentiellement, si l'un ou l'autre, entre Porzingis et Williams qui manque du temps, bah, c'est à lui qu'on va demander de porter encore les choses sur son dos. Et on oublie aussi un autre truc, c'est que je veux bien dire ouais, Marcus Smart il part, mais attendez, ça n'a pas permis à Boston de passer le cap ou je sais pas quoi. Bref, si Boston était en tête des defensive ratings ces dernières saisons, c'est parce que ce joueur est à ce point compétent défensivement qu'il permettait à Boston de pratiquer la défense qu'il pratiquait avec des switches en permanence. Et Marcus Smart était capable de défendre sur des joueurs beaucoup plus grands que lui. Et c'est ce qui permettait à Boston de pratiquer cette défense-là. Aujourd'hui, avec Porzingis et sans Marcus Smart dans l'équipe, c'est toute ta défense que tu dois repenser. C'est toute ta philosophie et ton identité défensive que tu dois repenser. Au-delà du fait que le gars est le cœur du vestiaire ou je sais pas quoi. Ok, mettons cet argument de côté. Mais Marcus Smart, c'est aussi le mec qui fait fonctionner ta défense. Donc, la refonte côté Boston, elle est beaucoup plus importante que on ramène Porzingis et le mec il shoot à 3 points et c'est génial, on peut toujours faire du 5-out. Attendez, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Non, et en fait, effectivement, ça va dans cette stratégie du 5-out que Joe Mazzulla a prôné toute la saison, Oui. qui a, je trouve, montré ses limites pendant ses playoffs Oui. pour diverses raisons. On va dire que la chose qui me rassure de l'autre côté, c'est de me dire que celui qui s'occupe de ces trades-là, c'est quand même un des meilleurs coachs défensifs qu'on a vu dans la dernière décennie, qui est Brad Stevens. Et je pense qu'il a quand même des idées sur la manière, enfin sur les prochains moves à faire pour essayer de réorganiser ça et peut-être de retrouver la polyvalence défensive qui peut être perdue. T'as raison. Il y Voilà, a encore des moves j'ai de l'espoir. potentiellement à venir. C'est ça. Là-dessus, j'ai de l'espoir. Après, c'est vrai qu'effectivement, tu sens que Boston, ils sont arrivés peut-être un peu en haut de la colline et que maintenant, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour retrouver un second souffle. Et il y a beaucoup de joueurs dans ce groupe-là, notamment dans le secteur intérieur, mais il y a aussi Malcolm Brogdon, sur lequel il y a un peu une astérisque de Al Horford, il y a l'âge, les autres, il y a un historique de blessures un peu gênant. Comment tu fais marcher tout ça? Comment tu gères ta saison pour aussi éviter les blessures comme par exemple Denver a pu le faire cette année? Mais c'est vrai que je comprends que ce trade laisse un petit peu perplexe parce que Marcus Smart était effectivement un maillon essentiel des Celtics. Complètement. Et après, j'ai essayé de me faire moi-même l'avocat du diable en me disant, tiens, essayons de trouver des arguments
Et comme tu dis, douter de la pertinence des choix de Brad Stevens, c'est à nos risques et périls à chaque fois. Parce que ce mec-là, on connaît 10 fois plus que j'en connaîtrai jamais sur le basket. Donc, il y a bien évidemment ce côté-là. Maintenant, moi, mon sentiment particulier, quand je vois ça, je me dis tout de suite, Miami a vraiment, vraiment traumatisé Boston. Clairement. Pour moi, ça sent un move qui est motivé par un truc qui est au-delà du rationnel, quoi. Et j'ai un peu peur de ça, personnellement, parce que je trouve pas que ça soit un bon move. Voilà. L'avenir nous dira ce qu'il en est et on verra les autres transferts potentiels, les autres mouvements d'effectifs qui seront faits éventuellement par la suite. On verra. Ok. Ceci étant dit, Boston, aujourd'hui, il y a toute une identité à refaire. Et là, tu te dis, c'est Jason Tatum et ou Jaylen Brown qui vont devoir prendre les choses en main. C'est-à-dire que tu enlèves Marcus Smart du vestiaire, c'est aussi pour moi un signe où tu dis à Jason Tatum clairement et à Jaylen Brown clairement, tu leur dis, les gars, c'est vous les tauliers, c'est vous qui devez imprimer votre identité sur ce club. C'est vous qui devez prendre vos responsabilités et gérer ça aujourd'hui. Et ça, bah on sait pas. On sait pas trop à quoi ça va ressembler. Non, mais en même temps, tu parles de joueurs qui ont quand même, même malgré leur jeune âge, un historique finalement de saison et de matchs en jeu qui est assez important. On sait que s'improviser leader, c'est rarement évident et souvent c'est un petit peu bancal. Mais il y a peut-être d'autres voies dans le vestiaire qu'on soupçonne pas et peut-être qu'effectivement, il y a Peut-être. aussi d'autres choses qui peuvent être équilibrées. Par exemple, moi, dans les choses que j'attends de voir, c'est que comme tu disais tout à l'heure, Ime Udoka, en fait, il a quitté le statut de coach de l'équipe au début de la saison, quelques semaines avant le début de saison. Et en C'était fait, catastrophique. C'était Joe Mazzulla catastrophique. le remplace au pied levé. Et en fait, il n'a pas le temps d'avoir son propre staff. Donc peut-être qu'il y Mmh. a aussi beaucoup de choses qui vont être faites derrière qui vont permettre d'apporter un peu plus de sérénité, peut-être d'apporter aussi tactiquement d'autres points de vue à cette équipe-là. Parce que Mmh. pour moi, la défaite de Boston, elle est peut-être d'un problème de mobilisation, parce que je trouve qu'ils ont été mauvais pendant toute la campagne de playoff, même s'ils ont failli aller en finale. Ils ont été décevants par rapport à ce qu'ils ont montré en saison régulière et par rapport à la très belle campagne qu'ils avaient fait en playoff 2022. Mais peut-être que c'est aussi parce que derrière, le coaching staff n'était pas au niveau de celui de la saison précédente, que Joe Mazzulla était peut-être un peu trop vert en l'état et qu'il y a aussi moyen de renforcer les choses grâce au staff. Moi, j'ai un gros doute sur tout ça. Je me demande même si le fait de laisser Tatum et Brown aujourd'hui devenir les tauliers sans hiérarchie, enfin, là, si la hiérarchie à Boston, elle est connue, c'est Tatum 1 et Brown 2. Je pense en tout cas du point de vue du front office. Mais est-ce que ça peut pas créer des... Je veux dire, quand tu as Smart qui est là pour voilà, prendre la parole et être un peu, tu sais, excusez-moi du terme, mais le connard de service qui va remettre tout le monde d'accord, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça parce que ça permet aux stars de pas être ce joueur-là, tu vois, de pas rentrer dans le côté émotionnel, enfin dans les émotions, enfin de pas devenir le gars qui va ruiner ça, quoi. Je sais pas, mais je trouve que ça peut créer je sais pas, un déséquilibre. En tout cas, ça va être fascinant à regarder. Du point de vue, pour terminer ce podcast très rapidement, du point de vue des Grizzlies, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Smart aux Grizzlies? C'est très très bien, je trouve. Je Grave. pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est super Ouais. bien déjà parce que je sens que tu aimes beaucoup Marcus Smart et c'est mon cas aussi. Pour moi, c'est des joueurs que tu dois Tu veux avoir avoir. dans une équipe qui vise le titre. Je suis désolé, moi je suis de la vieille école. C'est typiquement le genre de joueur que tu veux avoir. Et pour moi, Marcus Smart, c'est le parfait pour Memphis, c'est le parfait combo entre Dylan Brooks qu'ils ont perdu et Tyus Jones qui était une pépite de meneur remplaçant. Mais je trouve que, étant donné les sacrifices financiers que les clubs sont obligés de faire aujourd'hui, ils arrivent avec Marcus Smart à avoir un espèce de combo magnifique entre les deux joueurs qu'ils ont perdus. Et je trouve ça génial. C'est ça. Alors, moi je trouve que, par exemple, si on prend l'ensemble de saison régulière,
le départ de Tyus Jones, il est vraiment regrettable pour Memphis, Complètement. parce que c'est vraiment un meneur de jeu hyper propre et on l'a vu au relais de Ja Morant, il a été excellent depuis qu'il est à Memphis. Les Grizzlies gagnaient plus de matchs sans Ja Morant qu'avec Ja Morant dans les. C'est ça, j'ose pas le Bref. dire parce que bon, j'ai un peu un statut vis-à-vis de Ja Morant qui est un petit peu Ah compliqué. merde. J'aime pas Il y a un trop le passif. joueur et je suis Il y a un pas très passif. convaincu. Ouais, c'est ça, il y a un passif avec Ja Morant, donc je suis pas fan du joueur, mais toujours est-il qu'en tout cas, le message que ça envoie, je trouve, c'est OK, on a pris un joueur qui peut jouer aux côtés de Ja Morant et donc dans les line-up qu'on va pouvoir afficher en play-off, on s'enlève cette problématique qui était on a 2 bons joueurs que sont Tyus Jones et Ja Morant, on ne peut pas les faire jouer ensemble. Là, au moins, avec Marcus Smart, tu as effectivement un très bon condensé des 2 joueurs que tu as donnés Mm. et défensivement, il apporte encore plus d'arguments à cette équipe de Memphis. Pouah, pouah, C'est pouah, pouah, anecdotique, mais tu pouah. as les 2 derniers défenseurs de l'année qui vont jouer dans le même groupe. T'as Smart Heu, sur le périmètre, t'as Jackson à l'intérieur, mais c'est ça, mon Dieu. c'est ça. Possiblement les 2 à l'intérieur, parce que de toute façon Marcus Smart peut défendre sur des pivots s'il a envie. Donc en tout cas, je trouve que le mouvement est très propre. Ça résout pas tout. Je pense que le grand Mhm. enjeu pour Memphis, ça va être de se construire une attaque sur demi-terrain pour les playoffs. L'arrivée de Marcus Smart, elle donne des arguments, mais elle résout pas ces problèmes-là. Donc on va voir aussi ce qu'ils vont faire cet été. Mais le choix de Marcus Smart, c'est une aubaine. Et en plus, à la base, ils ne devaient pas être dans cet échange. Ils se sont glissés à la dernière minute et Complètement. ils ont récupéré un joueur absolument excellent. Et t'as un patron dans le vestiaire des Grizzlies. C'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver aujourd'hui à la carrière de Ja Morant. Ouais, peut-être ils vont arrêter les danses et les conneries à côté. Il serait temps. Ah bah alors si tu... Ouais. Je sais pas. Tu sais, quand je travaillais sur cette histoire de Marcus Smart et que j'ai suivi tous les transferts, machin, tout ça, bref, je me suis dit, mais à quel point je fais fausse route, à quel point je me trompe, je me fourvoie sur le côté leader émotionnel, leader sur le terrain, vestiaire, tout ça. Parce que tous ces trucs-là, on n'a pas vraiment de sens. C'est difficile de d'avoir une idée, puisqu'on est déjà nous, on est en France et ça se passe aux États-Unis. Et même les insiders, tout ça, enfin, on sent que le côté humain, c'est pas toujours simple de capter ce De qui se passe, quoi. déchiffrer, bien sûr. Et j'ai lu un article extrêmement bien écrit sur The Athletic qui parle de l'importance de Marcus Smart dans le club de Boston, auprès des fans, auprès des salariés du club, enfin, tout ce qu'il a fait dans ce club. Et je sais pas, j'ai du mal à croire que tu perds pas un truc colossal quand tu laisses partir un mec comme ça, quoi. Je pense que Brad Stevens, et c'est pas, il y a toute une partie sur sa relation avec Brad Stevens, et c'est hyper émouvant parce que tu te dis que Brad Stevens, il a dû vraiment, vraiment, vraiment galérer pour prendre cette décision, quoi. C'est dû être vraiment très compliqué pour lui. Ça a pas dû être évident et le problème, je pense qu'en fait, c'est qu'on réalise pas encore à quel point Boston risque de changer dans les années à venir. Tout Par à exemple, fait. tu parlais du fait de donner les clés à Jaylen Brown et Jason Tatum. Moi, je me pose une question, c'est jusqu'à quand, les clés vont être dans les mains de Jaylen Brown et Jason Tatum? À quel moment Jaylen Brown ne sera plus un joueur des Grave. Celtics? Je trouve que la question se pose après cette campagne de playoff et particulièrement le tour face à Miami. Elle était déjà là de toute façon pour certains fans des Celtics depuis 1 an ou 2. Possiblement que lui aussi, il va être remplacé par des joueurs vétérans à un moment donné. Donc en fait, le trade de Porzingis, c'est je crois le début d'une série de changements en chaîne qui vont se perpétuer, quoi. Ouais, je voudrais juste signaler le fait que Porzingis, le deal s'est aussi fait parce qu'il a accepté de signer une Accept prolongation, hein. Il a 2 ans supplémentaires pour 77 millions et ils obtiennent ses bird rights, ce qui permet à Boston de le re-signer malgré le salary cap. c'est ça. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir accompagné. C'était top. Tu vas revenir, toi. Où je le sens. Ah bah, écoute, avec plaisir, c'était très sympa. C'était très, très cool. Merci d'être rendu disponible, en tout cas. Ah bah, avec plaisir et puis du coup à la prochaine. Eh bien, exactement. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec ce bon vieux Charlie qui va venir. On va faire toutes les rumeurs. Là, on va pouvoir discuter. Ça va être du freelance total, puisqu'il n'y aura rien de précis à dire. Mais voilà, donc on va s'amuser. On va essayer de faire des
on va essayer de balancer des idées de transfert, comme ça on passera en revue toutes les rumeurs. Et voilà, donc passez un très bon week-end, une très bonne semaine, et à vendredi prochain. Ciao.